Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De retour sur Maurice, de retour sur Tableau Blanc. Bientôt une nouvelle caméra avec deux vidéos de bien meilleure qualité. Alors, on est en tendance baissière, d'accord. On va pas parler du prix, ça sert à rien. On parlera pas de quand il y aura une reprise parce que personne ne le sait. On va pas être là à spéculer de quand le marché va repartir. Beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont fait dernièrement. Moi, j'ai absolument rien dit parce que je savais pertinemment qu'il fallait absolument pas prendre de position, que rien n'était décidé. On n'était absolument pas reparti sur une tendance haussière. Il y avait plein de signes très négatifs qui tout simplement montraient qu'on ne pourrait pas repartir sur une tendance haussière de cette manière. C'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Pour qu'une bulle éclate réellement et pour repartir sur un nouveau cycle, il faut aller chercher des niveaux bas, des niveaux très très bas, bien plus bas, je pense, du moins que les niveaux que nous avons actuellement. Il faut aussi réduire la volatilité, il faut réduire le volume, c'est très important. Et tant qu'on n'aura pas tous ces facteurs-là et également un facteur temps, on ne repartira pas sur une tendance haussière. On ne va pas repartir tout de suite à prendre des 20, 30, 40% sur le BTC. Ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Tant qu'il y a des gros spikes comme ça, comme on a pu avoir avec les ETF, ça ne fonctionnera pas, ce ne sera pas du tout quelque chose de sain, ça va tout de suite se faire corriger, comme c'est le cas actuellement. On n'est pas là pour parler en fait du prix, on est là pour parler technologie, on est là en fait pour parler de la technologie révolutionnaire du Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est très important en fait de bien comprendre qu'en final on investit dans une technologie et on n'investit pas en fait dans un prix. Ça, il faut bien comprendre. Si vous êtes trader, vous êtes trader. Vous vous en foutez en fait de la tech, vous vous en foutez du Bitcoin et vous tradez suivant votre plan de trading avec votre propre gestion des risques, etc. Mais vous êtes trader et vous êtes un véritable trader. Beaucoup en fait s'improvisent dans le monde des crypto-traders. Vous n'êtes pas trader. La majorité en fait d'entre vous n'êtes pas trader. Vous vous improvisez trader et vous jouez au casino. Donc, on investit en fait en une technologie. Ceux qui veulent bien comprendre vont bien regarder en fait cette vidéo. Bien comprendre que le Bitcoin va connaître ce qu'a connu en fait les plus grandes révolutions technologiques de, on va dire, des 100 dernières années. Qui sont l'électricité, la voiture, Internet et bien évidemment le Bitcoin. Donc je vais vous expliquer en fait toutes les phases qui se sont passées à chaque fois pour vous montrer qu'ils se répètent tout le temps les mêmes choses. C'est aussi pour vous rassurer d'une certaine manière et pour vous dire qu'en fait ce qui se passe actuellement avec le Bitcoin, avec la blockchain, c'est normal, c'est arrivé ici, ici et ici, et évidemment que c'est aussi arrivé ici. Allez, on va commencer tout de suite avec l'électricité. Si tout de suite, je vous dis qu'il y a 100 ans, personne n'avait imaginé, ou quasiment personne du moins, n'avait imaginé qu'on ait tous aujourd'hui cette technologie, est-ce que vous me croyez? Est-ce que si je vous dis en fait que durant l'exposition universelle à Paris de 1900, le maire de Paris a dit l'électricité et la tour Eiffel disparaîtront après l'exposition. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne croyait pas du tout en cette technologie. Pourquoi? À l'époque, d'accord, qu'est-ce qu'il y avait pour se réchauffer et pour avoir de l'éclairage? Il y avait le gaz. Le gaz qui était déjà implémenté dans pas mal de foyers, notamment parisiens. Et donc, il se disait tout simplement, pourquoi on aurait besoin en fait de cette technologie? Pourquoi on aurait besoin du courant? On n'en a absolument pas besoin, on a déjà en fait la lumière et le chauffage. Le courant, c'est bien pour les industries, parce que ce sont des machines qui fonctionnent avec, mais sinon, ça sert à rien. Ce qu'il disait aussi, c'est tout simplement que c'était extrêmement dangereux. Alors, le gaz, pour moi, c'est encore plus dangereux, mais bon. Il disait tout simplement que c'était extrêmement dangereux, qu'il y avait plein d'habitations qui brûlaient, surtout c'était beaucoup relayé par les médias, comme d'habitude, que c'était beaucoup trop complexe à installer. On s'était déjà embêté à installer le gaz, il faut tout recommencer pour le courant parce qu'il faut refaire passer en fait des gaines, il faut tout redéployer, etc. Trop compliqué, trop complexe, ça sert à rien et surtout en fait ça n'apportera rien de plus. Au final, on sait tous ce qui s'est passé, ça a été adopté massivement pour la simple et bonne raison que les utilisateurs se sont vite rendus compte que ah tiens, une machine à laver, ah tiens, un mixeur, tous les outils en fait qui fonctionnaient avec du courant et tout simplement en fait apporter un confort énorme aux utilisateurs qui justement a poussé les gouvernements à justement promouvoir et étendre justement le réseau électrique français jusqu'à ce que tout le monde ait le courant chez soi.
Mais au début, c'était pas du tout dans la tête de tout le monde. Tout le monde ne se disait absolument pas qu'il y aura le courant partout. Alors vraiment pas. Ensuite, la voiture. Donc la voiture, qu'est-ce qui s'est passé? Au tout début des voitures, ne pensez pas en fait que les gens étaient là, c'est magnifique, on va tous avoir une voiture, que les médias étaient là à crier, c'est magnifique, c'est une révolution, etc. Absolument pas. Absolument pas. Les premières voitures, qu'est-ce que disaient en fait les gens des premières voitures quand ils les ont vues fonctionner? Trop cher. C'est réservé qu'aux riches. C'était peut-être le cas au début. En même temps, c'était une nouvelle technologie. Donc c'est forcément cher. Tombe en panne régulièrement. Moi, j'ai mes chevaux, ils tombent pas en panne. Une voiture, ça tombe tout le temps en panne. Il faut être stupide pour en acheter. S'embourber. Les routes étaient bien évidemment conçues pour avoir des chevaux qui passent dessus. Certainement pas en fait des voitures avec des roues. Donc il était bien évident en fait que les voitures, oui, elles s'embourbent. C'est normal. Elles étaient sur un réseau routier, pas du tout adapté aux voitures. Panne d'essence. Comment je fais si je suis en panne d'essence et qu'il n'y a aucune station? Donc en fait, énormément de négativité envers la voiture. Pire encore, les médias, bien évidemment, qu'est-ce qui relayait? La machine tueuse. La machine tueuse, la machine infernale qui tue les gens. Et même à cause de ça, qu'a fait le gouvernement anglais? Ils ont fait une loi où ils ont obligé pour utiliser et rouler avec une voiture d'avoir un équipage de 3 personnes, dont une personne qui va marcher devant la voiture pour prévenir l'arrivée de la voiture. Est-ce que vous vous rendez compte l'inutilité en fait d'une telle loi? Ça veut dire qu'on a une technologie, on a une voiture qui au final, une loi va obliger à ce qu'une personne marche devant la voiture pour prévenir les gens. On perd tout l'intérêt. On perd l'autonomie, on perd la vitesse, on perd tout. Est-ce que vous vous rendez compte parfois de la stupidité des gouvernements? Et ça, je suis sûr que vous vous dites, c'est arrivé avec Internet, c'est arrivé avec le Bitcoin, et ça arrive encore maintenant. Et vous avez raison. Et c'est justement pour ça que j'en parle. La voiture, au final, est-ce que c'est si stupide que ça, si inutile que ça? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a déjà conduit une voiture. Beaucoup d'entre vous ont une voiture. Ou alors beaucoup d'entre vous sont déjà montés dans beaucoup de voitures, je pense, et les ont beaucoup utilisées. Les voitures aujourd'hui sont indispensables. Ce n'est pas du tout ce qu'on pouvait penser, d'accord, il y a peut-être une centaine d'années. Ensuite, troisième révolution, celle que vous connaissez peut-être plus, Internet. Internet, au début, croyez pas que c'était l'effervescence. Tout le monde s'est dit, c'est génial, on pourra tout payer en ligne, on aura tout en ligne. Non, absolument pas. On pourra téléphoner à bas coût, on pourra faire des vidéoconférences, mais vous n'imaginez pas, mais pas du tout. D'accord? Au début, les gens étaient là à dire, c'est lent, c'est beaucoup trop lent, on n'arrive même pas à faire passer un flux voix, c'est beaucoup trop lent. D'accord? Le réseau n'est pas du tout adapté. Comme pour les voitures, on construit une technologie et ensuite on adapte le réseau routier. Aujourd'hui, les routes sont impeccables, d'accord? Pourtant, les premières voitures n'ont pas été conçues sur un super bitume, absolument pas. Tout comme Internet n'a pas été construit sur un réseau qui était conçu à la base pour, tout simplement, être compatible avec Internet. Absolument pas. C'est un peu du rafistolage, d'accord? Donc ça veut dire qu'au début d'Internet, les réseaux n'étaient pas du tout adaptés. On faisait passer ça par le réseau téléphonique. Il y avait même une guéguerre entre fournisseurs d'accès Internet et téléphonique. Aujourd'hui, sont exactement les mêmes, d'accord? Les deux font téléphone et Internet. Au tout début, ce n'était pas du tout le cas. Il y avait vraiment une guéguerre entre les deux, où justement, dans certains pays, justement, les fournisseurs d'accès au téléphone refusaient d'utiliser ou même d'autoriser leurs clients à avoir Internet, notamment en Grèce, où il y avait toujours une guéguerre, voire carrément des coupures parfois de plusieurs heures, juste pour dénoncer, non, je ne veux pas que tu utilises mon réseau pour faire passer autre chose que du téléphone. Pour vous dire en fait tout simplement, mais comment est-ce que au début, d'accord, quand vraiment c'est le début d'une technologie, tout le monde est contre, ou du moins une grande majorité est tout le temps contre, et vont toujours en fait trouver plein d'arguments. Au début d'Internet, on s'est dit, c'est un réseau qui est libre, tout le monde fait ce qu'il veut, mon Dieu, ça va être le repère des terroristes, mon Dieu, ça va être le repère des pédophiles. Ça reste une minorité, d'accord? C'est une extrême minorité, parce qu'au final, la technologie l'a emporté, l'usage l'a emporté. Et c'est pareil justement pour le Bitcoin, mais ça je vais en revenir un petit peu après. Que disaient les médias d'Internet au début? Croyez-vous qu'ils étaient là à dire c'est merveilleux? Absolument pas. D'accord? C'est absolument pas ce qu'ils disaient. Parce que les médias ne prennent jamais de risques.
Donc ils vont toujours aller dans le sens, on va dire, de ce que pense la majorité des gens, qui n'est certainement pas justement une pensée qui va toujours aller chercher plus loin, absolument pas. D'accord? C'est une pensée qui est vraiment qui se réserve beaucoup, qui prend peu de risques, et donc forcément, quand on lui présente une évolution ou une révolution, ils n'ont aucune vision, ils n'arrivent pas du tout à imaginer ce que ça pourrait apporter. Internet, personne n'aurait pu imaginer que Amazon allait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Personne n'aurait imaginé l'industrie musicale se faire mais écraser par le MP3. Personne n'avait vu ça venir, et certainement pas les industries musicales. Les DivX, ça a été encore la catastrophe pour l'industrie du cinéma. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Des lois. Voilà, ils ont voulu faire des lois pour contrer tout ça. Est-ce que ça a marché? Non, bien évidemment. Bien évidemment que ça va marcher, comme ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que c'est une technologie, d'accord? C'est une technologie qui a apporté tellement aujourd'hui à nous en tant qu'êtres humains qu'il était évident qu'elle soit utilisée et utilisée par tous. Le réseau aujourd'hui, on est quasiment tous fibrés. Alors je sais qu'on n'est pas encore vraiment tous, parce que c'est aussi très compliqué. Comme pour cette technologie-là où il fallait brancher tout le monde, ça revient au même à fibrer tout le monde. Et aujourd'hui, c'est encore plus compliqué, on est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de normes et beaucoup plus de contraintes. Mais ça se fait, d'accord? Même moi, dans le sud-ouest, aujourd'hui, chez mes parents, j'ai la fibre. Juste pour vous dire, c'était vraiment impensable, il y a ne serait-ce que 15 ans, de se dire, dans 15 ans, chez moi, j'aurai la fibre avec du 100 mégas, par exemple. Jamais. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a été une technologie qui a été adoptée de force. On n'a pas laissé le choix. Les banques ont dû l'adopter. L'industrie musicale, ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient pour l'empêcher. Ça a été adopté massivement et ils n'ont pas eu le choix. Et ils ont perdu beaucoup en fait dans l'histoire. Mais dommage pour eux. Tous les commerces qui sont fait détruire par Amazon, ils ne se sont pas du tout adaptés. Ils n'ont pas vu justement le monstre arriver avec Internet. Parce que pour eux, jamais les gens ne vont acheter sur Internet. Jamais les gens ne vont acheter un produit qu'ils n'ont pas vu. Et au final, ils ont réussi. Donc, aujourd'hui, ces 3 révolutions technologiques sont utilisées par tout le monde, ou quasiment tout le monde. Et maintenant, on va passer au cas du Bitcoin. Et on revoit exactement les mêmes scénarios. On ne connaît pas la technologie, alors on est contre. Et que font, comme d'habitude, la plupart en fait des médias? C'est relayer des news qui n'ont aucune valeur ajoutée, pour la plupart du moins. C'est pas toujours le cas, mais du moins une grande majorité, c'est le cas. Aucune valeur ajoutée. Très souvent, en fait, leur article ne sert absolument à rien. Et je ne vais pas en plus rentrer trop dans le détail en fait des médias. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'on dit? C'est trop lent. Pas de scalabilité, ça ne sera pas utilisé comme moyen de paiement, c'est beaucoup trop lent, il n'y a pas assez de transactions par seconde. On disait pareil pour Internet. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, d'accord? Il y a beaucoup d'expérimentation, il y a beaucoup en fait de développement, mais qu'est-ce qui est extraordinaire avec le Bitcoin? C'est que ça va à une vitesse bien plus rapide et qu'il y a des fonds beaucoup plus importants. Et beaucoup plus de personnes travaillent justement sur la technologie de la blockchain qu'il n'y a eu de personnes qui ont travaillé au début sur Internet. On est vraiment aujourd'hui dans une technologie qui va aller mais beaucoup plus vite. De toute façon, tout va toujours plus vite dans le monde d'aujourd'hui. Quand là, on pouvait mettre peut-être 30, 40 ou 50 ans pour installer un réseau électrique partout, avec la blockchain, ça ira beaucoup plus vite, croyez-moi. Il y a juste à voir les sommes énormissimes qui sont levées pour développer les projets. Si avec tout ça, on n'arrive pas à faire quelque chose d'exceptionnel, et bien concrètement, je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas. Il y a beau avoir des scams, il y aura des projets qui vont échouer, il y en aura bien quelques-uns qui vont réussir. C'est obligatoire. Donc, là où je veux en venir tout simplement, c'est que aujourd'hui, Bitcoin est mal compris, voire incompris. Beaucoup de personnes sont contre, surtout les banques. Croyez pas que les banques, quand elles ont vu ça arriver, elles ont dit, bras ouverts, on va avoir tous nos services en ligne. Absolument pas. D'accord? Ils ont été très réfractaires au début. Au final, ils n'ont pas eu le choix. Pareil pour l'industrie musicale. Est-ce que vous croyez vraiment qu'au début, ils ont ouvert les bras? Non. Parce que c'est devenu un concurrent en plus direct. C'est rapidement devenu un concurrent et qui les a rapidement dépassés. C'est ce qui va se passer avec le secteur bancaire qui aujourd'hui essaie de mettre des bâtons dans les roues absolument partout. Ils essaient justement de bloquer absolument tout. C'est très compliqué aujourd'hui si on est une entreprise
dans les crypto-monnaies d'avoir une banque. C'est très très compliqué. Il y a très peu de pays qui le font. Il y a Malte, il y a la Suisse, il y a d'autres pays, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très très peu. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de pression sur les gouvernements surtout. Heureusement qu'il y a des gouvernements comme Malte, d'accord, qui justement sont réellement en train de régulariser et de mettre un cadre bien carré pour tout ce qui va être crypto-monnaie, titres financiers, donc les securities, etc. Ça va être révolutionnaire, mais ça j'en ai déjà parlé. Donc ça bouge, ça bouge vite, d'accord? Mais ce qui s'est passé là, là et là, il va se passer exactement la même chose. C'était inimaginable, bien évidemment, au début, comme ça l'était pour la blockchain. Rappelez-vous que les projets comme Ethereum, Ripple ou même EOS, qui est encore plus récent, Ethereum, il a à peine 2-3 ans, d'accord? Il a été créé, on va dire, en 2014, c'est là où il y a eu de la levée de fonds. Est-ce que vous imaginez bien comment le projet est récent, d'accord? Alors on ne peut pas vouloir que Ethereum résolve tous les problèmes comme ça, quoi. Ça fait à peine 3-4 ans qu'il le développe. Ça ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde comme ça. Ça prend du temps et c'est du développement, c'est long. Est-ce que vous pensez que Internet d'aujourd'hui, il a mis combien de temps à se construire? Il a mis des dizaines d'années. Avant d'avoir un réseau aussi rapide qu'il est actuellement, on a mis mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il a fallu injecter beaucoup, beaucoup d'argent au fil du temps. Donc ce qui se passe, c'est exactement pareil. D'accord? Donc au final, tout ça pour en venir à un seul point, Bitcoin, il y aura une adoption, comme il y a pu avoir une adoption quasi totale pour les 3 grosses révolutions technologiques qu'on a connues auparavant. Voilà. J'espère que c'est bien clair pour ceux qui veulent pousser plus loin sur justement le Bitcoin et l'intérêt du Bitcoin. J'ai fait une vidéo, d'accord? J'ai fait une vidéo où je présente un livre, L'Internet de l'argent, qui justement est un super livre de Andreas Antonopoulos qui explique parfaitement bien tous les enjeux, les intérêts du Bitcoin. Je vous invite à aller voir la vidéo et si vous le voulez, à acheter le livre. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Et moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Merci.